nous allons pouvoir, démarrer cette première table ronde. Comme je disais, c'est un sujet qui est très 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 important et prégnant ici, dans les Outre-mer, spécialement sur Guadeloupe, Martinique. Le premier sujet traite des sargasses. Alors, je vous avoue que j'ai creusé un peu le sujet parce que je découvrais, et c'est vrai que c'est un vaste sujet. Alors pour cette première table ronde, j'attendais Emmanuel Clopet de Météo France, qui peut-être nous rejoindra. Il est peut-être dans les bouchons, mais en tout cas il nous éclairera de ses lumières pour nous expliquer comment suivre la dimension météo importante aussi pour ce phénomène des sargasses. Et puis, je vous demande de faire un bon accueil à Jules Otto, qui est, voilà, merci. Voilà, qui est maire de Vieux-Habitants et président du syndicat intercommunal pour la mise en valeur des plages et sites. Et puis on va parler ensuite avec François de Quelenir, je ne sais pas si je le prononce bien, ça va, voilà. Qui, lui, est le représentant ici du groupe DEME, qui est partenaire de ce congrès, et qui, par ailleurs, apporte un regard particulier, technique, avec des innovations intéressantes pour ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais, écoutez, Monsieur Otto, je vous propose de commencer. Alors, vous êtes aussi accompagné de Willy, c'est ça? Oui, oui, voilà. Qui pourra nous éclairer aussi sur quelques aspects techniques. Déjà, peut-être pour commencer, je redonne quand même le contexte. On a un petit quart d'heure, à l'issue duquel vous pourrez poser des questions et prolonger la réflexion. Pour commencer, peut-être pouvez-vous, monsieur Otto, nous exprimer ce que représentent peut-être un peu les dangers ou en tout cas les conséquences de ce phénomène des sargasses pour justement les plages, les sites et la vie humaine et économique des îles et d'ici. Bonjour à tous. Il y a ici deux maires, le maire de Capesterre, Marie-Galante, et puis le maire de Petit-Bourg, donc Jean-Claude Maës et puis David Nebor. Ces deux villes, notamment Capesterre, la ville la plus impactée, la plus concernée par ce phénomène de sargasses. Donc éventuellement dans le débat, il pourra témoigner, il pourra expliquer sur la question depuis l'arrivage des sargasses sur les côtes des plages de Guadeloupe. Concrètement, c'est des activités économiques en baisse. Il y a des restaurants qui ont fermé, il y a des activités économiques, il y a des pharmacies qui ça cause donc beaucoup d'activités qui étaient sur le littoral s'est déplacées. Donc fermeture d'activités économiques. Ça c'est la partie activité économique. Pour la vie humaine aussi, ça pose problème parce qu'il y a des gaz qui se dégagent et qui posent problème. Et quand, à certains moments sur les Saintes, sur Capesterre, on est obligé de déplacer la population avant de faire des interventions sous ces échouements de sargasses. Et donc au niveau de l'organisation qu'on a mis en place pour justement accompagner les collectivités dans cette démarche-là, c'est qu'au niveau du syndicat intercommunal pour la valorisation des sites et des plages, il y a avec la préfecture, parce que on est quand même sur une problématique de santé publique, donc la préfecture de l'État a mis en place ce qu'on appelle une cellule PUPSA et qui se trouve à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre avec deux ingénieurs, Willy C qui est ici, et un ingénieur de l'ADL qui est détaché pour travailler. Donc c'est ce binôme-là qui travaille sur des problématiques, accompagner les collectivités pour tout ce qui est acquisition de matériel, enlever les sargasses, les stocker, et avec toutes les problématiques que ça peut poser. Ok, donc, je vous interromps parce que peut-être j'avais prévu de commencer par une petite vidéo. Vous savez qu'on en a parlé cette semaine, tu peux lancer Thomas. Le Vendée Globe, cette petite régate qui part des Sables d'Olonne et qui revient aux Sables d'Olonne. Et justement, un des skippers pris dans les sargasses, il s'agit de Guirec Soudé. Voilà, ça donne une idée du phénomène. Voilà, vache. Voilà. On peut aller à suivre. Tu peux peut-être mettre
s'il te plaît Thomas, les suivants. On voit la cartographie. Pour expliquer le phénomène, ces algues, qui sont des systèmes vivants, hein, qui encouragent d'une certaine manière la biodiversité, quand elles sont en mer, lorsqu'elles meurent et qu'elles sèchent, elles deviennent nocives. Voilà, tu peux passer. Ça ressemble à ça, donc une vraie richesse de biodiversité. Et sur le suivant, vous voyez la cartographie. La mer des Sargasses, qui est telle nommée, est la première, celle du haut, et par des phénomènes de courant, c'est dispatché, c'est réparti sur une deuxième mer qui touche plutôt les Antilles. Voilà. Et on va aller peut-être voir maintenant les conséquences sur les côtes, sur le suivant. Voilà. Ça, c'est la plage du Diamant, si j'ai bien vu. Donc, c'est évidemment très nocif, ne serait-ce que pour le paysage, la ville, le tourisme, et puis l'économie. Alors peut-être ce que je souhaitais ce matin, et ce que l'ANEL souhaitait, c'est de voir comment on peut traiter cette question-là. Hein, comment on peut la traiter. Rejoignez-nous, hein, n'hésitez pas. Voilà. Peut-être qu'on peut, on peut passer au suivant. Voilà, celui-là vous convient? Je vous laisse suivre celui qui est après, peut-être, ce qu'on a prévu. Non, alors, vas-y. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Donc, comme le président tout l'a bien résumé, en fait, donc, nous sommes sur une problématique d'ordre sanitaire. Donc, l'idée pour nous, c'est là, c'est nous accompagnant les collectivités sur de nombreuses concertations qu'on a avec ces dernières, c'est trouver je dirais pas solutions, mais d'aller directement vers des propositions techniques qui nous permettent, primo, de protéger le maximum de population et de rendre vraiment efficace cette collecte pour tendre vers des premières épreuves de traitement. Donc ici, on voit une collecte à terre qui est vraiment très impactante pour les écosystèmes côtiers, également pour tout ce qui est en fait de l'érosion côtière, puisque en ramassant les sargasses, on enlève également beaucoup de sable qui ne retourne pas au niveau des plages, qui sont stockés en arrière-plage ou sous des terrains en fait qui se situent vraiment très loin de la plage. Donc on accroît également cette dynamique d'érosion côtière, en plus une forte exposition au risque sanitaire. Donc l'idée, c'est de tendre vers des solutions de gestion en proche côtier. Ça l'attend très bien, puisque le film de Marie-Galante et le Petit Bourg peuvent également parler, puisqu'ils ambitionnent de protéger leurs côtes avec des barrages visant en fait à protéger le maximum de linéaires urbanisés où on a un risque sanitaire lié en fait à l'exposition de la population, et de rendre vraiment efficace cette collecte pour pouvoir favoriser la collecte d'algues sans sable et qui pourront in fine être traitées. Donc ici on a une espèce de résumé, d'overview en fait d'une transition qu'on veut entre une collecte à terre vers une collecte en proche côtier. Donc vous avez, comme je vous l'ai expliqué, des barrages qu'on ambitionne d'installer sur plusieurs collectivités autour de nombreux projets d'accompagnement avec ces dernières. Donc ici en bas on voit un barrage qui avait été installé à Capesteur de Marie-Galante qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais on n'avait pas l'expérimentation, donc ce dernier sera reposé. Et l'idée pour nous aussi, c'est d'étudier les impacts de ces dernières sur l'ensemble des périmètres, c'est-à-dire la faune, la flore marine, côtière et terrestre, au travers d'études qui viseront en fait à étudier l'impact des sargasses avant, pendant et après l'échouement. Donc une fois que les actions sont collectées, il faut qu'on sache également comment les traiter. Donc l'idée également pour nous, c'est d'aller vers de la prospection de manière en fait à savoir quelle configuration de site qui serait la plus opportune pour pouvoir faire un traitement d'algues, étudier l'impact et faire un suivi renforcé du stockage, puisqu'on sait qu'une fois que les sargasses sont stockées, donc elles émettent durant leur séchage, elles perdent du jus qui est concentré en arsenic et en sel, qui a un impact vraiment négatif sur les milieux. Donc l'idée pour nous, c'est de suivre l'impact de cette pollution et de proposer des solutions de traitement. Justement, pardon, je vous coupe, justement, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume? Alors, minimum par année, c'est 30 000 tonnes d'algues sur les côtes.
sur les côtes de Guadeloupe. Qui le plus gros arrive sur Capessonne, Marie-Galante, Terre de Route, Terre de Paix, la Désirade. Et plus de 40% des volumes collectés sont collectés à Capestère sur un périmètre assez réduit. Donc c'est pour vous dire la pression, l'impact que subissent les collectivités. Et juste en un mot, parce qu'il faut qu'on soit le plus concentré possible, comment est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'il y a une possibilité d'usage après traitement de ça? En fait, l'idée, alors oui, on peut valoriser ces produits sous diverses formes, mais sauf qu'en fait, mettons là un principe de précaution visant à ne pas exposer des populations à des produits qui seraient contaminés en arsenic. Donc en gros, on peut valoriser les algues, mais en Europe, en France, sur nos territoires, en fait, on ne pourra pas, pour l'instant, proposer des produits valorisés sans qu'on ait vraiment résolu le problème de gestion de la pollution. D'accord, très bien, merci, merci beaucoup. François de Quelennière, je me tourne vers vous parce que merci beaucoup, hein. C'est très clair et intéressant. On se rend compte à la fois de la dimension du sujet. Quand on a préparé d'abord merci pour tous les visuels du début que je vous ai allègrement empruntés. Le groupe d'Aimé a plusieurs activités. Vous travaillez sur les parcs éoliens offshore notamment. Vous avez une flotte de bateaux et vous, alors c'est très amusant de voir que la mer inspire aussi les hommes. Vous êtes passionné de biodiversité depuis très longtemps, si j'ai bien compris. Et vous aviez le sujet de mettre en relation votre aspiration personnelle avec les moyens techniques que votre groupe possède. Et donc il y a des solutions, en tout cas avec des perspectives de solutions. Est-ce que vous pouvez nous en donner par rapport au traitement des sargasses? Voilà, tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité de m'adresser à vous. Je voudrais commencer par identifier quelques challenges majeurs liés à la mise à l'échelle de solutions. Et c'est premièrement une fluctuation. Donc des sargasses, il y a des jours où il y en a beaucoup, il y a des jours où il n'y en a pas, il y a des saisons où il y en a, il y a des saisons où il n'y en a pas. Il faut pouvoir identifier quand ces sargasses vont venir, à quel endroit elles vont se situer. Et il faut pouvoir, d'une certaine manière, aussi identifier des pistes de valorisation. Comme ça a été partagé, il y a des challenges qui sont liés à la teneur en arsenic. Et il faut aussi comprendre les conditions de houle et de vent auxquelles font face les littoraux des Antilles. Donc, à problème complexe, il faut une solution à l'échelle qui est robuste. Qui est robuste parce qu'elle va pouvoir gérer ces fluctuations. Et elle va pouvoir gérer les contraintes auxquelles je viens de... Rappelons que justement la base, c'est déjà de l'identifier, de repérer hein, les zones et les... Comment on appelle ça? Des patchs, des matelas. Voilà, des matelas de sargasses, de les repérer, de comprendre avec le courant où est-ce qu'elles risquent d'atterrir pour savoir si on les intercepte ou pas et comment on le fait. C'était un des sujets que je souhaitais aborder avec Météo France qui développe aussi cette réflexion autour des courants et des prévisions d'atterrissage, d'échouage des sargasses. Pardon, je vous laisse poursuivre. Non, tout à fait. Et donc, dans l'apport d'une solution, nous étant, on a un groupe qui est en mer, qui est offshore, nous pensons qu'il est utile de développer une solution qui va venir empêcher les algues de venir dans le proche côtier, là où elles font du dégât, et donc de faire en sorte qu'on identifie les matelas de sargasses qui vont se situer à terre, parce que le but n'est pas de ramasser toutes les sargasses, et d'ensuite pouvoir avoir des moyens de récolte conséquents, donc d'avoir des navires qui ont une capacité de gérer ces pics pour pouvoir traiter le problème. Les ordres de grandeur qui ont été mentionnés par M. Sey sont des ordres de grandeur qui sont conséquents. Et donc, à problème conséquent, il faut des solutions conséquentes. Et on voit ici, en fait, on a un navire qui est présent dans la flotte, c'est une barge à clapet qui pourrait être rétro-ingénierée avec des bras télescopiques, en fait, qui viendraient récolter les algues, et on se base sur un peu les principes qui sont déjà mis en œuvre dans le proche côtier par des petits engins, mais on viendrait adapter ces techniques à des gros engins qui peuvent faire face à des conditions de houle de l'ordre de 2 mètres, parce qu'en fait les engins de récolte actuels sont limités par les conditions climatiques qu'on rencontre sur les côtes ici.
Donc voilà les pistes qu'on a mis en avant. Ça, c'est une barge qui a une capacité de 2700 mètres cubes, donc qui peut venir récolter un volume conséquent. En discutant avec les collectivités locales, on nous a fait part de volumes d'échouage qui peuvent aller jusqu'à 500 000 mètres cubes par an. Donc on parlait de tonnes, les mètres cubes. Il faut savoir qu'un mètre cube représente plus ou moins 270 kg d'algues. Donc on divise plus ou moins par 3. Quand vous dites 270, vous pouvez préciser pardon, pour nous autres Français? 270. Merci. Et donc voilà, en fait, un engin de ce type-là pourrait récolter entre 150 et 400 000 mètres cubes d'algues par an en fonction de l'arrivage. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que voilà, c'est des moyens qui sont conséquents, donc ça représente aussi un budget conséquent, mais ces engins peuvent être aussi utilisés à d'autres fins. En discutant avec certains d'entre vous, j'ai compris qu'une barge comme ceci dans la région pourrait aussi être utilisée pour lutter contre des pollutions, pourrait aussi être utilisée pour faire du transport de marchandises entre des îles, et donc un investissement pourrait être en fait amorti sur la résolution de plusieurs problématiques. On ouvre juste la porte sur le traitement ensuite, et on passera à quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on l'a très rapidement évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut faire et surtout à quelle échelle on pourrait traiter ensuite ces déchets? En fait, nous, les pistes de traitement qu'on a recherchées sont des pistes de traitement en valorisation en biofuel, donc en biogaz. Les algues sont composées de carbone et d'hydrogène, et donc il y a possibilité d'en faire de la méthanisation. Et par le processus de méthanisation, on peut retirer entre 40 et 70 mètres cubes de biogaz par tonne de sargasse, ce qui représente une opportunité. Le problème, de nouveau, c'est la fluctuation, c'est le flux entrant. Il n'est pas raisonnable d'investir dans une centrale de biométhanisation si le flux unique serait des sargasses. Donc il faudrait regarder avec les collectivités locales et donc associer le public et le privé pour comprendre en fait comment est-ce qu'on peut trouver une solution qui va être robuste, qui va être résiliente, qui va permettre de gérer plusieurs flux de biomasse, mais aussi il y a des possibilités de valoriser le plastique pour faire ces biocarburants et dès lors diminuer le coût de l'opération par la valorisation à grande échelle. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Quelle solution vous avez-vous peut-être déjà envisagé, Monsieur Otto? Ce genre de solution de centrale, ou en tout cas de traitement? On est effectivement sous cette perspective de valorisation des sargasses, mais il y a deux sujets qui nous posent problème. C'est, monsieur vient de l'exprimer, c'est la question de la régularité. Donc il faut qu'on trouve un modèle où il y a un investissement où on ne peut pas demander à un privé d'investir complètement parce que on a aujourd'hui, on sait qu'il y a des années, par exemple, cette année-ci, dans les prévisions, on attendait un peu plus, on en a un peu moins. Donc l'investissement aussi, la matière qui permet de travailler à cette irrégularité pose problème. Et puis deuxièmement, quand nous aussi on veut valoriser les ramassages en bordure côtière, pose problème parce que les sargasses ramassées avec du sable, on a du mal à le valoriser. Donc c'est ces deux sujets-là qui aujourd'hui, avec d'autres partenaires, on travaille là-dessus beaucoup pour savoir comment valoriser. Et puis éventuellement réfléchir sur si on fait un investissement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres dans l'investissement qu'on va faire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre matière première, la bagasse ou autre chose, qui fera que l'usine ou l'outil qu'on va investir va travailler sur d'autres matières premières. Très bien, merci beaucoup. Avez-vous des questions, des souhaits de précision? Parce que le sujet est passionnant, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives. Hein. On est au début aussi de cette réflexion pour le traitement post-collecte, on va dire. Est-ce que... Oui, attendez, je vais vous donner un micro. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Quand vous posez une question, de vous présenter, qu'on puisse savoir. Oui, Monsieur Roland, Banque des Territoires, directeur régional Antille-Guyane. Alors on a parlé de ce sujet avec l'interlocuteur de Béné, mais
je pense qu'une des solutions, monsieur le maire, c'est aussi de voir comment on peut peut-être gérer des fermes de sargasses. C'est-à-dire que pour gérer le flux, effectivement, si on se cantonne au sujet des matelins qui arrivent en fonction des marées ou des mouvements, mais comment on peut assurer ce stock en permanence, et donc on peut avoir des fermes à sargasses où on peut les stocker, mais dans l'eau, du coup, parce que si on les met sur terre, effectivement, elles sèchent et elles polluent. Est-ce que ça peut être une solution? Donc ça, je pose la question à François qui peut peut-être Il y a des solutions pour les stocker, mais c'est momentané. En fait, le problème, c'est que quand la sargasse n'a plus une eau, on va dire, propre, et que la teneur en oxygène commence à varier, ben, la sargasse, à un certain moment, comme on le voit dans les baies, elle va se dégrader, elle va commencer à émettre de l'acide sulfurique, et donc elle va, voilà, ça va être problématique. Néanmoins, il y a vraisemblablement des possibilités pour venir compresser les algues et en faire des sortes de briques d'algues concentrées qui peuvent être, elles, stockées avant d'être traitées ultérieurement. Elles sont sous une forme où la teneur en humidité est bien réduite et donc il est possible de les stocker un peu plus longtemps avant traitement. Bon, c'est des pistes à explorer pour la mise à l'échelle. Et rappelons que, quand même, dans certains cas, ce qui est ramassé est envoyé au large et rejeté en espérant que ça ne revienne pas tout de suite sur les côtes. Enfin, il y a aussi c'était une partie du traitement qui a été fait. Oui, prenez les micros, bien sûr. Oui, sur cette partie, en fait, on a deux méthodologies. Soit on pose des barrages déviants et en s'assurant en fait que les algues déviées repartent dans le sens du courant sans la renvoyer chez la commune voisine. Donc il y a ça. Et sur cet aspect-là également, on réfléchit sur des expérimentations de relargage. Donc une fois qu'on finit sur un barrage dibloquant, voilà. Donc dibloquant, donc avoir des modules maritimes, des bateaux pour pouvoir les remettre dans le sens du courant et vraiment faire en sorte qu'elles rejoignent soit la mer des Caraïbes et autres. Et on a également une solution qui a été testée en Martinique, c'est de la réimmersion. Donc c'est-à-dire que les algues elles sont collectées sur des barrages bloquants, mis en fait sur un bateau avec un fond plat pendant 2, 3, voire 4 jours, de manière à ce que les petits flotteurs des aérosides s'affaissent. Donc, n'ayant plus de pouvoir de flottaison, ces algues elles coulent au fond et elles sont relarguées sur des sites qui sont communément utilisés pour le dragage des sédiments de porc et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, et pour terminer, en fait, il faut toujours se dire en fait, que sur ces aspects, on a toujours des soucis de point de vue technique, puisque bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, en fait. L'ordre juridique également, puisqu'en fait, récupérer une algue qui n'a pour l'instant pas de statut juridique, qui bloque un petit peu voilà, la valorisation par les collectivités. Contenir ces algues en mer, on a également des problèmes techniques qui seraient liés en fait, voilà, à la culture, à tout ce qui est gestion du carbone et autres. Donc je ne veux pas avoir un discours négatif sur le sujet, mais voilà, donner des éléments, des contraintes qu'on rencontre et qui permettront en fait de challenger en fait, l'ensemble des propositions techniques de valorisation et de collecte qui seront faites. Voilà. Merci beaucoup, c'est très, très clair. Peut-être une dernière question ou précision? Oui, tout à fait. Le maire de Jean de la Bâtie, je vais intervenir en tant que vice-président du Conservatoire du Littoral. On était à Capesterre il y a 6 ans, je crois, pour une grosse arrivée de sargasses. Et on était ensemble, je crois qu'il y avait les services de la préfecture et il y avait l'Ifremer, enfin, tu avais tout le monde autour de toi. Et le gros problème, c'est qu'on avait ramassé les sargasses, on ne savait pas quoi en faire, et donc bien évidemment, il fallait un foncier pour mettre ces tas de sargasses, donc le conservatoire avait mis à disposition des parcelles. Alors je ne suis pas retourné voir, mais quand vous stockez sur les parcelles, ça veut dire que vous allez stocker quelque chose qui se décompose, donc derrière, il faudrait mettre des bassins drainants, il faudrait s'occuper des lixiviens, et puis il y a la population, quand elle voit qu'on commence à entasser un certain nombre de choses à un endroit, bah,
vous voyez arriver un vieux frigidaire, etc. Parce qu'ils se disent, bah, finalement, c'est peut-être une nouvelle décharge. Bon. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et la discussion que j'avais avec l'Ifremer, c'était est-ce qu'on peut trouver une solution d'utilisation de ces sargasses? La réponse est pour le moment, il n'y a pas de solution miracle. Et la méthanisation, d'abord, c'est un pouvoir méthanogène qui est moyen, donc il faut le mettre en mélange avec autre chose. Et donc, pour faire fonctionner l'unité de méthanisation, il faut des intrants réguliers. Donc, s'il y a une année, il n'y a pas de sargasse, on ne peut pas arrêter. Enfin, aucun industriel prendra le risque de mettre une unité s'il y a un moment, il n'y a plus de matière. Donc, c'est assez compliqué. Une seule chose est sûre, c'est que c'est toujours mieux à capter en mer qu'à terre. Parce que quand vous allez au bulle sur une plage, les dégâts sur la plage. J'ai le souvenir d'avoir été au Saintes, le maire donnait un coup de main à ses équipes techniques en essayant d'éviter le bulle parce qu'il voyait les ravages que ça faisait sur sa plage. Et puis en plus, ça mélange le sable avec oui, c'est ça. Donc le sargasse. Ça érode les plages. Alors, mais il n'en a pas beaucoup parlé, mais les sargasses, ça pollue beaucoup à terre, mais en mer, c'est pas toxique. C'est ça qui est assez curieux. Alors, on l'a rapidement évoqué au début, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est curieux. Une arme à double tranchant. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On va s'en tenir ici pour cette partie. Peut-être si c'est une. Le maire de Capesterre. Une question très courte pour une réponse encore plus courte. Non, et vraiment très courte, et c'est vrai comme M. Outo a dit, c'est 40% de l'ensemble de la Guadeloupe. Et je peux te rassurer que la végétation a repris ses droits sur tes parcelles. Hein. C'est une bonne chose. Oui, il faut venir nous voir. Mais il y a aussi ce qu'on peut faire, c'est du compost. Du compost, et c'est vrai qu'on a fait l'expérimentation, 20% des végétaux et 80% des algues. Il paraît qu'avec toutes les analyses, ça passe, et c'est important. Mais je sais aussi qu'il y avait une jeune doctorante en Guadeloupe qui avait fait sa thèse là-dessus, qui pourrait faire du charbon actif pour dépolluer les terres dégonnées. Je pense qu'il faut peut-être aller là-dessus. Et à Barbade, j'ai lu récemment aussi, on peut faire du biogaz pour les véhicules, ça c'est important. Et je pense qu'il y a des pistes. Parce que je peux vous dire, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup ici, économiquement et socialement, pour une petite commune comme nous, c'est important. Moi, c'est un budget de 4 millions. Quand j'ai dépensé 1 million, c'est 20% de vos budgets. Et M. Outo l'a très bien dit, la côte se vide, les commerçants se plaignent. Et bon, j'espère que l'année peut-être va appuyer aussi, je sais c'est très rapide, et le Sénat dit normalement ça va être un déchet. J'espère qu'on pourra vraiment faire la dénomination de déchets et ça va soulager vraiment les finances et ça pourra apporter d'autres solutions pour les communes et les usagers. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire. Merci à vous messieurs pour votre participation et puis pour ces perspectives quand même encourageantes, hein, peut-être de résolution, ou en tout cas de partenariat qui peuvent aider à cette résolution. Merci beaucoup. Avant la deuxième table ronde, je vous propose... merci. Bon, maintenant, vous saurez tous ce que c'est que les sargasses. Vous saviez déjà. Vous êtes très bien informés. C'est vrai. Moi, je n'y étais pas. On va faire une petite respiration dans la seconde partie de cette table ronde. Il a été question de sécurité et de souveraineté dans les échanges de mardi matin. Et puis, pris par le temps, nous n'avons pu évoquer la question des câbles sous-marins. Alors, on voulait vous proposer cette petite plongée au cœur des océans et de la question de la souveraineté via les câbles sous-marins. C'est un petit film de 3 minutes qui vous pose un petit peu tous ces enjeux et qui a été réalisé notamment autour de la question de la souveraineté des Outre-mer et avec la question de Miquelon. Voilà, je salue le maire de Miquelon en stade et on va pouvoir regarder ce film. Merci. Un câble sous-marin de télécommunication est une infrastructure géopolitique. Un rapport de force qui doit relever de l'autorité souveraine et des missions régaliennes de l'État. La propriété de celui qui la déploie, la juridiction auquel il appartient, sa technologie, mais surtout son déploiement géographique si son territoire dépasse sa zone terrestre. Ces voies de télécommunication sous-marine légitiment une stratégie de nature souveraine et régalienne.
sous Napoléon III, un pilier économique français et un rayonnement mondial pour la défense impériale de l'Empire britannique en 1911. Par le déploiement maritime et terrestre du télégraphe, plaçait l'Empire britannique comme première puissance mondiale économique, avec une capacité de communication en faveur d'une politique régalienne. À partir de la fin des années 80, la Chine et les États-Unis d'Amérique entreprennent le déploiement de câbles numériques digital pour remplacer la vétusté technologique des câbles télégraphiques. Ces deux puissances affirment leur couverture économique par la multiplication de raccordements et l'implantation rapide de centres informatiques. Les grandes entreprises américaines renforcent leur chaîne de valeur technologique et s'imposent comme un acteur majoritaire incontournable dans les communications. Encadrées avec la puissance de leurs lois extraterritoriales, ces entreprises s'assurent que les capacités des câbles sous-marins supportent majoritairement le trafic généré par leurs activités. La Chine poursuit l'expansion de ses infrastructures portuaires et numériques sur toute la région Indo-Pacifique. Une inégalité économique pour l'Europe et ses pays. Pour l'Europe en 2030 est estimé un déficit sur sa bande passante, provoquant ainsi la perte de sa souveraineté technologique par filiation à son économie. Un pays qui dispose de câbles sous-marins en nombre suffisant et sécurisé est donc un élément incontournable pour sa souveraineté et son économie. L'Europe promulgue de nouvelles lois pour ralentir l'offensive de l'extraterritorialité étrangère. Elle légifère également sur l'intelligence artificielle. Avec l'initiative du Global Gateway, les territoires ultramarins sont réunis, début 2024, dans sa stratégie, fortifiant la capacité des 27 pour que la connectivité de nos pays ne soit plus dans l'étau des entités étrangères et ne puisse plus faire l'objet de blocages, dégradations et d'ingérences. La France, avec sa puissance mondiale maritime grâce à la disposition de ses outre-mer, devient le point bascule pour l'avenir. Avec de nouvelles voies de raccordement d'initiatives franco-européennes, nous pouvons accélérer la couverture numérique de l'Europe en utilisant les outre-mer comme point d'appui et carrefour. Être attractif par l'étendue de notre couverture océanique. Accroître l'attractivité de ces nouveaux itinéraires européens, compétitifs et sécurisés. Garantir la culture francophone devant l'intelligence artificielle croissante. Permettre une redondance et une latence préférentielle. Garantir une cartographie mondiale de l'application du RGPD. Ensemble, construisons un avenir durable et responsable pour le futur de nos générations. Voilà, ça éclaire pas mal aussi sur cette question de la souveraineté, des sujets qu'on aurait dû aborder mardi, avec notamment la question pour Miquelon de savoir qu'ils sont alimentés, eux, par le Canada. Donc, nos bons amis américains pouvaient être représentés, en tout cas, sinon une menace, mais peut-être une difficulté, que tout passe par le même endroit. Donc, voilà, ce sujet-là était intéressant, on n'a malheureusement pas pu l'aborder, mais ça vous donne un éclairage également sur cette question. Deuxième séquence de cette matinée sur l'économie durable. Je vais demander à nos intervenants de nous rejoindre. Liliane Piquion-Salomé, qui est présidente d'Interco Outre-mer. Merci de nous rejoindre. Nathalie Mercier-Perrin, présidente du cluster maritime français. Voilà, Marie-Laure Cyprin, qui est présidente du cluster maritime de Guadeloupe. Merci beaucoup. Noémie Djelid, vous êtes chargée des partenariats et mobilisation des acteurs de l'Office français de la biodiversité. Et puis, Julie Steff, Total Énergie, vous êtes directrice Total Énergie pour Antilles et Guyane. Voilà. Alors pour ceux qui trouvaient que mardi dernier c'était un peu trop masculin, voilà, je ne me sens pas... c'est vrai. Et je ne me sens pas isolé pour autant. Enfin, vous avez vu, vous êtes très inclusif, je prends mes distances en fait, si vous avez vu. Voilà, merci à vous de votre présence et de votre participation ce matin.
Liliane Piquant-Salomé, je vais commencer par vous. On a parlé de Cap Excellence, qui est le plus gros EPCI de Guadeloupe, hein, dont vous êtes également la présidente dans la commission économique, n'est-ce pas? Et la question de l'économie au sens large, hein, des Outre-mer, la question de l'eau également, la question de la formation, quelle est la situation, si vous deviez résumer un peu la situation économique aujourd'hui, les enjeux, les difficultés que vous représentez, que vous rencontrez, pardon. Bonjour à tous. Effectivement, nous savons que l'économie de la Guadeloupe présente un certain nombre de difficultés. D'abord, elle a en particulier 80%, voire presque 90% de très petites entreprises. Donc, il faut en tenir compte. Et c'est pourquoi le territoire de Cap Excellence, qui regroupe 3 villes, Les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre, pour une population à peu près de presque 100 000 habitants, c'est d'ailleurs Cap Excellence qui est la plus forte en termes d'habitants. Et si je peux dire qu'il y a la chance d'avoir le port et l'aéroport, et puis des jarries, dont on dit être le poumon économique de la Guadeloupe, avec des entreprises diverses, petites industries, des commerces, beaucoup de services. Et notre mission à Cap Excellence, c'est d'accompagner des projets, de les emmener à terme et de faire en sorte que l'économie reste active, reste pérenne, et c'est dans ce sens-là que nous les accompagnons. Alors évidemment, il y a des difficultés, hein, nous le savons tous, déjà des problèmes structurels, des difficultés dues à l'insularité, de l'eau, de l'énergie, de la vie chère, des difficultés en termes d'agricole, puisque nous essayons, à travers tous les projets mis en place, de tenter d'arriver à l'autonomie alimentaire, mais c'est difficile parce que tous les outils ne sont pas encore suffisamment mis en place et les filières agricoles ne sont pas suffisamment structurées, et de toute façon, en l'état, nous sommes en insuffisance de production puisque nous avons des aléas tels que les cyclones, la sécheresse et le manteau qui est récurrent. Donc ce sont autant de facteurs qui font que nous nous battons, on n'a pas l'habitude de baisser les bras, il y a énormément de projets, énormément de talents et une volonté très forte de réussir ensemble, de faire en sorte que nos jeunes ne repartent pas. Et ça, c'est un point important. Et puis, nous sommes aussi une population âgée, en grand nombre, et c'est aussi notre préoccupation. Et on se demande comment les faire intervenir dans la vie économique, même si elles sont des seniors, même si cette population a beaucoup de seniors, mais elle peut être efficace et faire un certain nombre de transmissions, voire de bénévolat, quand il y a des besoins urgents. Maintenant, notre souci actuellement, évidemment, vous comprendrez bien que dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement, il y a matière à s'inquiéter, parce que nous sommes loin. Si il y a des difficultés dans l'Hexagone et au-delà de l'Hexagone, sur le plan mondial, dirais-je, à plus forte raison chez nous. Donc nous devons être forts ensemble pour pouvoir faire avancer les dossiers, les aides qui ne suffisent pas, puisqu'il y a une forte restriction de budget. Et nous devons donc concentrer nos efforts ici, chez nous, se retrousser les manches pour avancer ensemble avec toutes les forces vives de la Guadeloupe. Quelles pourraient être justement ces pistes pour libérer le potentiel économique et développement, si on peut balayer rapidement? L'accompagnement, la formation pour être compétent, et puis les fonds, l'accompagnement financier, l'accompagnement technique déjà, et puis l'accompagnement financier. Et c'est ce qui est le plus récurrent, parce qu'a priori, une petite entreprise, à la base, elle a un projet qui peut être extrêmement intéressant, mais elle n'a pas toujours les moyens de faire en sorte que ce projet aboutisse. Et c'est pour cela que Cap Excellence s'intéresse beaucoup et accompagne au niveau de territoire d'industrie, et c'est une chance. Et puis, en termes d'économie bleue, quand on dit qu'on a un boulevard devant soi, j'ai envie de dire qu'on a un littoral devant soi et qu'il y a matière à développer les métiers de la mer. Le président de région a parlé de l'école des métiers de la mer, et je trouve que c'est une excellente chose, parce qu'on va pouvoir
former et créer de vraies filières avec des emplois directs et indirects. Merci beaucoup. Alors, vous me permettez de changer finalement le déroulé de mon intervention, parce que je vais me tourner vers vous, Noémie Djelid, puisqu'on a évoqué justement la question des enfants, la question de la transmission, et vous portez en tout cas les projets des aires d'éducation marine. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, l'OFB coordonne un dispositif intitulé les aires éducatives. Et donc, je commencerai un petit peu mon propos liminaire en expliquant quelle est la genèse de cette initiative finalement, puisque c'est une initiative qui est née des territoires ultramarins, des îles Marquises en particulier, et d'une volonté des élèves de l'école primaire de Vaitaou. De cette initiative, c'est-à-dire d'une volonté de protéger la baie qui se trouvait en face de leur école. Donc depuis lors, l'OFB a repris cette initiative et on a fait un programme qui aujourd'hui compte plus de 1300 aires éducatives, donc soit des aires marines éducatives, soit des aires terrestres éducatives sur l'ensemble du territoire national, donc hexagonal et nos territoires ultramarins. En ce qui concerne notre archipel guadeloupéen, on peut être fier d'avoir 53 aires éducatives sur notre territoire. Et à l'échelle des Antilles françaises, on en compte aujourd'hui 73. Donc quand on parle des aires éducatives, finalement, il s'agit d'un petit territoire naturel qui va être géré, et j'insiste là-dessus, de manière participative par des élèves d'une école, ou de plusieurs classes d'ailleurs, allant du CE2 à la terminale. Donc l'idée pour ces élèves, c'est de pouvoir avoir un projet pédagogique en lien avec la nature, en lien avec leur territoire. Et ces élèves vont être accompagnés par un binôme très structurant qui est composé évidemment de l'enseignant et d'une structure accompagnatrice. Quand je parle de structure accompagnatrice, je parle d'associations, mais aussi de gestionnaires d'aires protégées, ou du moins d'une structure qui est sensible non seulement à cette thématique de l'éducation, mais également de l'environnement. Et ce qui est aussi intéressant à l'échelle de nos territoires, c'est qu'évidemment les collectivités, vous, élus, avez aussi un rôle de partenaire de choix dans ce projet-là, puisque la collectivité peut évidemment accompagner, du moins proposer des petites parcelles de territoire aux écoles. Mais j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est un programme où les élèves sont vraiment au centre, ce sont les acteurs décisionnaires, donc ce seront eux qui, in fine, présenteront et puis choisiront leur territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi un véritable premier exercice pour eux d'implication dans la vie publique. On a des exemples sur nos territoires où les élèves ont sollicité les mairies, les communes, pour participer à un conseil municipal et présenter aux élus leur projet d'aire éducative sur le territoire. Alors, je m'adresse à vous, élus, si vous êtes sollicités par ces élèves, je vous invite à leur garantir une place lors de ce conseil municipal, parce que ça peut vraiment être un premier exercice de citoyen, mais aussi un premier exercice démocratique pour ces élèves. C'est un très très bon lien aussi, un très bon levier d'action pour faire ce lien un petit peu intergénérationnel entre évidemment les élèves, les élus, les parents, les acteurs du territoire. Vous pouvez aussi les accompagner dans d'autres projets. Je profite de représenter notre archipel, puisqu'il y a un très très bel exemple, notamment sur la commune de Saint-François, qui, dans un projet d'envergure de préservation de biodiversité, a intégré 3 aires éducatives, 3 aires marines éducatives, dans un projet de restauration d'une forêt et d'un cordon végétal sur le littoral. Et ces élèves ont pu planter plus de 300 plants endémiques, ont créé des pépinières au niveau de leurs écoles, ont été accompagnés par les élus, accompagnés par les acteurs du territoire et aussi par l'ONF. Donc c'était un très très bel exemple de réussite et d'intégration. Et quand on touche les enfants, il est bien connu qu'on touche aussi les parents, donc ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'on disait en début de table ronde, c'est vrai que sensibiliser les parents et aller sur ces thématiques d'environnement. Merci beaucoup pour cette intervention. Nathalie Mercier-Perrin, je me tourne vers vous.
On a évoqué tout à l'heure un sujet, et on est évidemment toujours dans la même ligne, mais le sujet des sargasses. Alors, on a commencé à esquisser très très rapidement des pistes de revalorisation ou autre. Quelles sont les perspectives que le cluster maritime peut envisager autour de cette question que vous connaissez? Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est une question que j'entends depuis plus de 10 ans. Parce qu'en fait, je connais la Caraïbe et j'y suis sensible depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc j'ai pris mes fonctions en tant que présidente en début de cette année. Et cette question, avec mes amis des territoires ultramarins, on se l'est posée assez vite. Et donc, si vous vous souvenez, le préfet Jacob nous a parlé d'une mise à jour de la feuille de route ultramarine, une feuille de route économie bleue. Eh bien, sachez que dans cette feuille de route, j'ai demandé effectivement à adresser la question de la sargasse. Alors, moi, je représente la partie économique. Ça veut dire que mon propos n'est pas de dire on va comprendre pourquoi il y a de la sargasse, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la sargasse. Donc, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, on a commencé à regarder quelles sont les grandes trajectoires de la sargasse et ce qui pose question aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, il y a pas mal de sujets en termes de valorisation. Je vais y revenir. Mais ce que je comprends de tous, et ça a été très bien redit ce matin, c'est finalement la sargasse, quand elle est dans l'eau, elle ne pollue pas. D'ailleurs, il y a la mer de sargasse, et donc c'est quelque chose qui est connu et reconnu depuis des siècles. Donc la sargasse n'est pas nouveau. Ça, c'est le premier point. Mais dès qu'elle arrive à terre, effectivement, ça a été très bien dit, là arrive un certain nombre de problèmes. Et vous savez, je le rappelle, c'est que la gestion de la sargasse, quand elle est en mer, elle n'est pas dans le même droit juridique que quand elle est à terre. Donc effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que la sargasse soit prélevée en mer, et c'est là où j'arrive sur mon propos. Moi, ce qui va m'intéresser au niveau du cluster maritime français, c'est comprendre le chemin le plus court de l'extraction en mer à sa déshydratation, pour effectivement en faire un produit valorisable. Voilà, ça c'est un sujet sur lequel moi je souhaite qu'on regarde pour éviter tout ce que vous avez expliqué ce matin. Alors, sa valorisation, vous l'avez dit, il y a plein de choses possibles. Avec les équipes, on s'est dit, il y a peut-être 3 grandes familles. La première, on a parlé, et ça a été très bien dit, c'est les biocarburants, mais effectivement, vous l'avez dit, à un moment donné, on risque d'avoir un problème de flux, donc d'impact. La deuxième, elle est un peu novatrice, et elle est même peut-être très disruptive, vous l'avez un petit peu abordé tous, c'est faire couler la sargasse, parce que la sargasse, c'est un capteur de CO2 en fait. Donc la sargasse, c'est dommage que monsieur de la météo n'était pas là ce matin, mais l'idée peut-être que l'on regarde, c'est, et peut-être avec la société d'Aimé d'ailleurs, c'est de récupérer cette sargasse, de la comprimer, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, de la faire couler, et de la faire couler avec des courants marins qui vont permettre effectivement de la disperser, et là on est en capteur de CO2. Et je rappelle qu'en 2050, c'est net zéro carbone. C'est ce qui nous est demandé au niveau de l'ONU. Donc ça, c'est une solution qui m'intéresse. Et la troisième qui m'intéresse pour la sargasse qu'on veut récupérer après l'avoir déshydraté, c'est, alors j'ai discuté avec quelqu'un hier sur le cluster maritime de Martinique, on parle de valorisation type plastique à base de sargasse, des montures de lunettes, enfin plein de choses, mais là c'est la créativité qui va s'opérer. Mais dans la créativité qui existe déjà au Mexique, mais aussi dans certains pays de la Caraïbe, on fabrique de la brique de construction à base de terre et de sargasse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi ce qui m'intéresse au niveau du cluster, c'est de réduire les 48 heures entre le prélèvement de la sargasse et sa mise en valorisation pour éviter tous les problèmes que vous avez évoqués ce matin. On évitera de se donner rendez-vous dans 10 ans pour en reparler, en espérant que ça avance plus vite peut-être sur ces pistes. Alors oui, maintenant que c'est dans le plan stratégique, moi j'ai demandé aux équipes ici et en coordination avec l'ensemble des clusters, j'ai missionné quelqu'un qui est dans la salle d'ailleurs pour toutes ces questions-là, donc on va aller à votre rythme, mais je pense que ce petit verrou technique dont j'ai parlé, c'est sûrement une partie de la clé. Merci beaucoup. Dans le développement durable, il y a développement, il ne faut jamais oublier cette dimension. Et alors, j'aurais voulu qu'on évoque un autre sujet qui est là pour le coup très intéressant dans la famille des EMR. Je voudrais le SWAC,
On a même peut-être un visuel à montrer que j'aimerais que vous puissiez vous commenter, parce que là, pour le coup, l'initiative est très intéressante. Alors, le SWAC, donc dans les environnements tropicaux, en particulier, la demande de climatisation est élevée toute l'année, ce qui entraîne généralement un coût énergétique élevé qui lui-même est produit actuellement avec des sources qui ne sont pas renouvelables, puisque c'est évidemment du carboné. Donc, le SWAC, donc, ou énergie thermique des mers, ou bien SWAC veut dire Sea Water Air Conditioning, c'est la capacité d'utiliser le différentiel de température, en fait. Donc on est entre, alors ça dépend, alors ça c'est pour toutes les zones évidemment tropicales. On va parler d'un projet, je vais parler d'un projet entre autres à Tahiti, qui est né en 2022, qui est opérationnel, et l'hôpital de Tahiti donc, va prélever de l'eau qui est entre 900, alors à Tahiti c'est 900 mètres, mais on peut descendre un peu plus bas, et cette eau elle est à 5 degrés, et donc en fait on va remonter cette eau. Et cette eau, elle va être à un moment donné mélangée avec l'eau douce de terre, et le différentiel de température va générer immédiatement une climatisation naturelle. Voilà, donc c'est très bref, c'est ça. Et ça, c'est évidemment un gain de coût qui est évident. Ce sont des investissements qui sont sur 15 ans ou sur 20 ans. Et puis, évidemment, c'est mieux pour la planète, puisque c'est à base d'une énergie qui est complètement décarbonée, puisqu'on ne va pas utiliser d'électricité carbonée. 42% d'énergie par rapport à un système de climatisation classique, c'est ce qu'on gagne. Et je le dis, ça n'a aucun impact sur la biodiversité, évidemment marine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le SWAC? Sur, par exemple, Tahiti, il y a eu 600 000 dollars d'économies par an qui sont réalisés, donc c'est très significatif. Alors ici, sur la Caraïbe, on a des projets qui ont été réfléchis. Alors sur la Martinique, un peu plus loin, on n'est plus dans la Caraïbe, on a un projet aussi à La Réunion, mais c'est des systèmes qui sont extrêmement intéressants, puisqu'ils sont je dirais, en harmonie avec la nature. Donc là, c'est la rencontre d'une nouvelle énergie qui, évidemment, est beaucoup plus propre que les énergies carbonées. Voilà ce que c'est que le SWAC. Merci beaucoup de m'avoir éclairé, c'est très intéressant. Voilà, puisque vous demandez de commander pour la photo, les câbles vont descendre, ou peuvent descendre jusqu'à à peu près 3 km. Voilà, donc ça dépend évidemment du sol. On ne propose pas complètement les mêmes systèmes d'ingénierie en Polynésie et dans la Caraïbe, donc on tient compte de l'environnement du sol, évidemment, mais voilà ce que c'est que le SWAC. Merci, c'est très très intéressant. On continue notre exploration de l'économie durable, et je me tourne vers vous, Marie-Laure Cyprin. Vous êtes, vous, présidente du cluster maritime en Guadeloupe. Et en Martinique, pardon, oui, en Guadeloupe, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça, pardon. Et en fait, on n'a volontairement pas abordé la question du tourisme au préalable, mais elle est évidemment intimement liée à tout ce que l'on vient de dire depuis le début. Et quand on a discuté la première fois, je vais vous laisser parler d'abord de votre métier, très très rapidement, mais on avait surtout évoqué la question de la conciliation de l'économie avec l'environnement et le respect de votre environnement si beau autour de l'île. Redites-nous en quelques mots votre métier, votre activité. Alors, bonjour à tous. Nous comptons vos hôtes. Ceux qui n'ont pas compris, vous vous ferez traduire. Nous comptons vos hôtes. Nous comptons vos hôtes, ça veut dire que nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, je suis armateur depuis 28 ans. Donc, je navigue et je pratique régulièrement, même tous les jours pendant un moment. Donc, je suis la présidente du cluster maritime de Guadeloupe. Je suis aussi la déléguée départementale de la SNSM. Donc oui, vous n'avez pas de vision, vous m'avez vu hier sur une autre table ronde. Et nous avons parlé tout à l'heure des enfants. Alors, sachez que le cluster s'est donné comme objectif, chaque année, nous emmenons en moyenne entre 500 et 700 enfants du primaire pour découvrir leur environnement en mer, pour en faire des ambassadeurs, parce que c'est par eux que le travail va se faire. Alors, pour revenir à la question, évidemment, quand vous êtes en mer tous les jours, vous voyez l'évolution des choses. Parfois en positif, mais croyez-moi, c'est très rare, mais plutôt en négatif.
Et je me suis retrouvé confronté, parce que en tant qu'armateur, j'avais besoin d'avoir un support pour travailler, et en même temps, je voyais que ce support se dégradait. Et c'est vrai que dès le départ, vous avez le sentiment qu'on ne peut pas mettre en adéquation l'économie et l'écologie. Mais si vous n'avez rien à proposer, si vous ne protégez pas, il n'y aura pas d'économie. Et ça, il a fallu petit à petit faire rentrer ça et ancrer ça dans la pensée de tous. Ce travail, il est fait. Alors, je vais juste très rapidement expliquer. Vous situez l'îlet oui, je vais tout de suite situer. La Guadeloupe, au départ, avait prévu un tourisme beaucoup plus hôtelier. Ce tourisme a évolué et c'est devenu un tourisme, moi j'aime dire, beaucoup plus démocratique, dans lequel la population est devenue une population participative. Mais ça voulait dire aussi qu'il aurait fallu à ce moment-là peut-être penser comment cadrer ce tourisme. Nous ne l'avons pas fait, maintenant nous devons le faire parce qu'il y a urgence. Alors j'ai choisi ce matin un propos, c'est de vous parler d'un espace qui s'appelle le Grand Cul-de-Sac Marin. C'est un lagon qui est fermé par une barrière de corail. J'ai eu le plaisir d'emmener notre présidente pour qu'elle puisse visualiser ce que c'est. Et vous avez ce qu'on appelle les fameuses cartes postales des îlets de sable blanc avec des cocotiers. Et ces îlets, moi je les ai connus à l'époque, pratiquement 2 hectares de surface, de véritables cocoteraies, une cabane, et on ne se voyait pas d'une cabane à l'autre. Ça, c'est une petite vue de l'îlet Carrette. C'est mon exemple. L'îlet Carrette, vous voyez tout autour, une grande partie de bande blanche. Imaginez qu'une partie de cette bande blanche, c'était l'îlet Carrette. On peut passer au slide suivant. Alors, évidemment, ça a une activité touristique extrêmement importante. Et avec le Covid, l'après-Covid a vu se développer autre chose. Au départ, l'activité était très cadrée, avec un bateau, petite capacité, maximum 12 personnes, et puis surtout, vous aviez l'accompagnant qui sensibilisait les personnes. Avec le Covid, s'est développé les locations de bateaux sans skipper, les locations de bateaux sans permis. Évidemment, on a beau donner des consignes, à partir du moment où vous donnez des clés à quelqu'un, vous mettez dans l'eau un prédateur. Et donc, sur ces îlets, vous avez vu la surface de l'îlet, vous aviez plus de 250 à 300 personnes par jour. Évidemment, le tassement du sable, la pression qu'il y avait, a provoqué petit à petit la disparition des îlets. Celui qui a oublié son encre attache son bout au cocotier. Pour lui, c'est juste aujourd'hui, sauf qu'il oublie que demain, après-demain et le surlendemain, il y aura encore d'autres personnes. Donc, voilà une photo de l'îlet. Alors, celle-ci, on l'a mise au mauvais sens. Oui, j'aimerais bien avoir celle... Donc, le 15... Alors, ça, qu'est-ce que c'est à votre avis, cette image-là? Les traces des ancres des bateaux. Est-ce que vous vous imaginez, il n'y a qu'1 an, qu'il y a un arrêté pour interdire le lâchage des ancres des bateaux? Ça, c'est le travail des ancres des bateaux dans les herbiers. Quel est le rôle de l'herbier? La barrière de corail est une protection contre les vagues. Le tapis végétal ralentit la pression des vagues. Et la mangrove est le dernier barrage qui protège la terre et qui est un filtre dans l'autre sens. Ça, parce que, ouais, on revient. Alors, il y a encore un... non, alors, je pense que vous avez supprimé. Vous en avez supprimé. Je voulais vous montrer... oui, vous l'avez supprimé. Voilà. Pardon, je les ai gardés pour moi, en fait. Je voulais vous montrer le slide en question, c'était l'îlet Carrette, mais j'avais vu quand même un petit peu au-dessus. Il y a le 15 septembre 2023, un arrêté a été pris pour interdire et protéger l'accès de l'îlet. Et ce que je voulais vous montrer, c'est, voilà, bon, et hop, et on va passer l'eau. En 1 an et demi, la nature a repris ses droits, la hauteur des cocotiers qu'il y a, et le 31 décembre de cette année, c'est la fin de l'arrêté. Vous avez bien compris que je vais faire partie des gens qui vont se battre pour le préserver. Je vous dis, en tant que touriste, nous avons, je crois, plus de 500 plages en Guadeloupe. Réellement, ce n'est pas celle-ci qui vous fera défaut si vous ne mettez pas les pieds dessus. Par contre, ça doit rester une vitrine. Ça doit aussi pouvoir lancer un message aux générations futures, c'est de leur dire: nous avons fait des bêtises, mais nous prenons conscience de cela et nous mettons en place maintenant de quoi protéger votre avenir. Développement durable, économie, écologie, tout ça en créole, même bitin, même pagaille. C'est la même chose.
Merci beaucoup. Alors, et je vous avais trouvé très enthousiaste au téléphone, mais en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Je voudrais juste qu'on revienne. Pardon? Eh bien, en mer, C'est mieux, oui, parce qu'en mer, je me fais vraiment aimer cet environnement. Et après, quand elle ressort, elle, c'était devenue ma plus grande supporteuse. Alors peut-être, juste un mot, on a évoqué aussi les POMU, les plateformes multi-usages. C'est une des pistes en tout cas qui est Alors creusée. évidemment, au niveau du cluster, nous ne sommes pas simplement dans le constat, simplement dans les discours, nous faisons aussi des propositions. Et il faut qu'ils continuent à avoir une activité économique. Et il y a des solutions. Alors est-ce que cette image, on l'a ou pas? Le POMU, est-ce que... Alors si, j'ai dû la mettre, alors, si je ne l'ai pas, alors là c'est terrible. Non, mais voilà, pardon. Bien, bravo d'en avoir parlé. Eh bien, il s'agit de plateformes équipées qui permettront de... Alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez les aqualounges. Hein, voilà, ce sont des plateformes flottantes qui sont des petites maisons qui sont sur l'eau. Le tout est fixé avec des technopieux. N'oublions pas que nous sommes sur une île cyclonique, donc il ne s'agit pas de s'amuser à faire des investissements avec votre argent à tous, et puis chaque cyclone, on recommence à zéro. Donc le système des technopieux peut permettre de dévisser ces plateformes, de les mettre à l'abri au moment des cyclones, et puis ça va générer une activité économique où les personnes, enfants, machin, pourront passer la journée. Ça ouvrira d'autres perspectives. Celle aussi de pouvoir faire des activités nocturnes. Ça pourra être aussi, moi ce qui m'est arrivé, un jeune qui me dit je vais faire ma déclaration d'amour à ma chérie, je vais le faire en pleine mer, sous le ciel étoilé, et bien ça pourra ouvrir. Et le tout sera géré, autogéré, et nous ne serons pas obligés de demander systématiquement des fonds publics, puisque l'activité d'elle-même pourra être génératrice d'emplois et de ressources. Merci beaucoup, merci. C'est une belle perspective tout ça. Et alors pardon, parce que j'ai fait certains choix de visuels et je n'ai pas fait les bons, visiblement, c'est comme ça. Ça c'est pour moi. Alors, je me tourne maintenant vers Julie Steff, vous êtes directrice Total Énergie Antilles et Guyane. Et on a deux exemples à partager de développement de projets très concret et à venir, mais je vous laisse vous en dire un mot, peut-être montrer le premier, peut-être un mot sur votre activité déjà. Oui, alors je voulais remercier l'ANEL de nous avoir conviés. On est nouveau partenaire de l'ANEL, et peut-être vous dire juste, mais vraiment très rapidement, les points de convergence qu'on a et les intérêts communs. C'est le développement d'énergie renouvelable, donc l'éolien, et en particulier pour vous qui êtes sur les littoraux, l'éolien offshore. On a aussi comme mission, comme ambition d'accompagner nos clients dans la décarbonation. Donc ça veut dire la décarbonation de l'activité de la pêche, de l'activité du tourisme, que ce soit des véhicules routiers ou bien du nautisme. On a aussi une forte activité avec la Fondation, avec le Conservatoire du Littoral, avec les sauveteurs secouristes en mer, avec le Conservatoire du Littoral. Beaucoup d'initiatives pour essayer d'aller protéger les littoraux, à la fois de l'éducation, des actions concrètes de protection, et puis décarbonation aussi et projets dans toutes les infrastructures portuaires. Et bien sûr nos sites industriels qui peuvent être sur les côtes. On a vraiment pris un gros virage et on est déterminé pour aller vers des énergies renouvelables. Alors on a deux gros piliers de développement des énergies renouvelables, c'est l'électricité, hein, on a l'ambition d'être dans le top 5 des producteurs et on veut être sur toute la chaîne de l'électricité et du gaz naturel. Donc voilà nos ambitions et voilà comment on peut travailler avec vous et les points de convergence qu'on peut avoir ensemble. Alors on a voulu illustrer ça par des projets quand même locaux. Donc, on va peut-être les mettre en image. Donc, un projet qui est actif, et qui est actif depuis 2019 pour la partie photovoltaïque et 2020 pour la partie éolien. Alors là, c'est de l'éolien onshore, mais sur du littoral. Et donc, c'est le site de Font-Caraïbes, à Saint-François, donc à l'ouest de la Guadeloupe, et qui a l'avantage de rassembler trois atouts. Il utilise le vent, de l'éolien, quasiment 10 MW, du photovoltaïque, 5 MW au sol, et puis aussi du stockage. L'avantage de l'éolien, du photovoltaïque, c'est que c'est renouvelable, c'est bien. Mais on ne produit pas quand on consomme.
Donc on a aussi des systèmes de batterie qui permettent de, je vais faire très simple, hein. On produit à midi quand il y a du vent et du soleil, et on stocke pour utiliser le soir quand vous rentrez chez vous, que vous utilisez la climatisation ou que vous cuisinez. Donc on a quelque chose de flexible. Et on a des équipes sur place, hein, c'est 14 emplois sur ce site pour opérer, maintenir, piloter l'installation pour que ce soit du flexible et que vous ayez les électrons et l'énergie chez vous quand vous en avez besoin. Voilà un premier projet qui est en cours, qui est actif sur la Guadeloupe. Et puis, je voulais vous parler d'un deuxième projet qui est majeur, qui lui se situe en Guyane française, qui est un projet Maya. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la Guyane, aujourd'hui, dans son mix électrique, elle est déjà à quasiment plus de 70% en renouvelable, avec de l'hydroélectrique, avec le barrage de Petit Saut. C'est déjà quand même extraordinaire pour ce territoire. Et ce projet Maya, qui est une ferme photovoltaïque, pourrait permettre de venir compléter et très rapidement presque atteindre 100% de renouvelable. Donc de l'autonomie et du renouvelable. Donc, il y aura toujours besoin de compléments autres, mais en tout cas, ça permettrait au territoire d'être autonome et complètement renouvelable dans son mix électrique. Donc c'est une ferme solaire, alors là on parle d'un gros projet, hein. C'est 300 MW de stockage, c'est 150 MW de production annuelle, c'est à peu près 60 000 foyers. Et sur ce projet, il y a pour ambition de faire de l'agri-PV, donc d'avoir une partie avec des panneaux solaires surélevés, et qui permettrait... Je vais garder le visuel. D'accord, voilà. Et qui permet de développer de l'emploi avec des jeunes agriculteurs et de pouvoir avoir une partie où on viendrait développer de l'activité. Donc voilà, des emplois, à peu près 40 emplois pérennes, et puis bien sûr tous les emplois liés à la construction et au projet, c'est 2 ans de travaux pour ce site. Ça démarre quand? Voilà. Alors il nous reste les dernières autorisations, vous êtes tous, je pense, confrontés aux différentes étapes de validation des projets. Il nous en reste une dernière, et 2 ans de travaux, et on aimerait d'ici 2 ans pouvoir commencer à produire. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que pour les visuels, celui-là j'ai coupé aussi. Je ne voudrais pas... Mais nous avons été solidaires dans la coupe, je vous rassure. Bien, merci beaucoup, mesdames. S'il y a des questions pour approfondir tel ou tel sujet, je vous propose de prendre quelques minutes, là aussi, sur toutes ces questions passionnantes qui ont été évoquées ce matin. Ne soyez pas impressionnés. Merci. Voilà, puis présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Béatrice Gosselin, sénatrice de la Manche. Alors, vous parlez d'énergie, on a parlé des sargasses. Est-ce que vous avez un projet pour reprendre les sargasses et en faire de l'énergie? Alors, je vais être très humble, je ne suis pas une experte des sargasses. On a déjà été sollicité sur ce sujet. Par contre, sur ce qui est biogaz, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un gros projet sur le port de Marseille pour aller utiliser des déchets ménagers et en faire du biogaz et proposer donc un biocarburant. Donc on a ce type de projet sur les spécificités des sargasses. S'il y a un intérêt, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de projet concret pour valoriser les sargasses. Par contre, on accompagne à travers l'ONF des projets de retrait des sargasses pour pouvoir permettre à la mangrove de revenir. Mais aujourd'hui, en tout cas, honnêtement, pas de projet de Au travers de la Fondation. Au travers de la Fondation. Une autre question? Oui, au premier rang, pardon. À l'heure de la zéro artificialisation nette et du souci de limiter l'impact sur les terres agricoles et les zones naturelles, est-ce que vous utilisez aussi des pistes pour regarder comment utiliser du panneau photovoltaïque surélevé dans des zones qui sont déjà artificialisées, comme par exemple sur des parkings, on va combiner l'aspect ombrage avec l'aspect production d'électricité? Alors, on a un projet de construction sur l'aéroport de Guyane française, donc de couverture des parkings. Donc ça, c'est un projet qui est en construction, qui a démarré depuis quelques mois. On a
on candidate là sur un projet d'ombrage également sur l'aéroport de la Martinique. On vient de signer un partenariat avec Frères Cholette qui fait du café pour développer de la culture de café sous justement des panneaux solaires. On a une filiale qui s'appelle Ombrea qui est spécialisée dans les panneaux solaires pour l'agriculture et qui est notre partenaire. Et donc on va travailler et développer avec la compagnie Frères Cholet la culture de café. Alors eux, leur spécialité c'est le café et nous c'est le photovoltaïque et on s'allie pour voilà, développer ces différents sujets. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Bonjour, cluster maritime, Martinique, Alexandrine, chargée de mission. Justement pour ces parcs éoliens, nous avons une difficulté avec des éoliennes qui sont sur le grand port, stockées depuis quelques années. Et donc avec ce système de route... C'est pas les nôtres, hein, je précise. Ouais, non, mais par contre, ça peut être un exercice aussi de problématique à envisager. Tout le monde a pris le bus pour l'autre soir et a vu que nos routes étaient en Guadeloupe, Martinique, c'est la même chose. Le bus a accroché sur une montée. Et donc ce transport en fait des pales et à prendre et à gérer, et là vous avez une économie bleue. Passer par les voies terrestres qui ne sont pas adaptées et qui ne sont pas mises à jour, pourquoi ne pas passer par des voies maritimes? C'est une excellente. Alors on n'a pas travaillé le sujet, hein, je vais être honnête, puisque ces éoliennes ne sont pas les nôtres. Mais c'est clé que pour des projets de cette envergure, c'est très important en amont de discuter avec toutes les parties prenantes, d'identifier les difficultés et de voir comment on peut travailler avec vous et quelles sont les meilleures solutions pour que ce projet se fasse facilement et en faisant appel vous connaissez vos territoires, en faisant appel à votre connaissance, à votre savoir-faire pour avoir les meilleures solutions pour, dans cet exemple-là, acheminer les pales. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on s'appuie sur votre connaissance et qu'on travaille en amont. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Je vais compléter quelque chose qui a son importance, c'est-à-dire qu'on pense au maritime uniquement lorsque l'on se trouve acculé, et je dis bien le mot acculé parce qu'on ne peut plus se déplacer sur terre. En Martinique, il est fréquent pour les Martiniquais de prendre le bateau pour aller aux Trois-Îlets, etc. Ici en Guadeloupe, il y a déjà eu plusieurs projets, ils n'aboutissent pas. Mais par contre, lorsqu'il y a eu des barrages et des blocages lors de manifestations, alors là, d'un seul coup, au niveau de l'État, on a tout de suite crié au secours le maritime. Et là, on a vu l'importance du maritime. Nous avons même transporté des cercueils pour aller d'un côté à l'autre. Ce n'est pas le plus agréable, mais il a fallu transporter de l'alimentaire, il a fallu transporter du carburant. Et on l'a fait comment lorsque les routes sont bloquées? Avec le maritime. Donc je crois qu'il est temps maintenant de comprendre aussi l'importance et l'impact que le maritime a et arrêter de considérer que la mer n'est pas productrice. Nous avons des emplois, nous pouvons les créer et ce n'est pas en situation de crise qu'il faut se réveiller. On peut le mettre en place dès maintenant. Enfin, on devrait l'avoir déjà mis en place. Merci beaucoup pour ces précisions. Ça mérite d'être dit. On va s'en tenir ici pour cette partie d'échange. Je voudrais vraiment vous remercier, mesdames, pour votre participation, puis un merci aussi tout particulier à vous, madame Piquant-Saloué, puisque vos liens très forts avec l'ANEL nous ont permis de tenir ce congrès dans d'excellentes conditions. Donc voilà, au nom de l'ANEL, un grand, grand merci encore. Je voudrais juste profiter de la parole qui m'est donnée pour remercier infiniment le président de l'ANEL, et lui dire combien nous sommes heureux de vous recevoir tous en Guadeloupe, déjà dans le cadre du partenariat, mais en plus pour la richesse des travaux qui ont été débattus ici. Et je crois qu'avec le littoral, la qualité, les richesses maritimes que nous avons et qui ont été exposées, parce que ma spécialité, c'est surtout le développement économique. Et en fait, à partir de cela, effectivement, comme disait Marie-Laure, on pourra effectivement créer des filières commerçantes, entre guillemets, pour intéresser la population à contribuer à ce développement maritime qui est essentiel pour nous. À l'heure où nous avons un taux de chômage quand même plutôt élevé,
hein. Je pense que là, il y a matière à se concentrer sur ces filières spécialisées pour créer des emplois directs et indirects. Merci encore 1000 fois et puis j'espère qu'on vous reverra bientôt en Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose la traditionnelle pause pour aller, certes, rejoindre tous nos partenaires qui sont présents sur la terrasse, mais évidemment en profiter pour boire un café, un rafraîchissement. Et on se retrouve dans une 20-25 minutes. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup.